Bonjour à vous autour de cette table, la fine équipe comme disent les Jones. Bonjour à vous auditeurs, vous êtes sur la PNIX, la radio du journal international. Autour de cette table, nous pouvons retrouver Violette. Bonjour. Chloé. Bonjour, bonjour. Sandrine. Bonjour. Et le meilleur pour la fin, Antoine. Salut. Après l'émission d'Agathe sur l'alimentation, nous traiterons dans cette émission de l'actualité chaude, de l'actualité brûlante, de l'actualité bouillante. Nous parlerons des lanceurs d'alerte. Alors ne soyez pas surpris, nous nous apprêtons à tester un nouveau format d'émission, mais pas comme l'a déjà fait l'équipe de Charlotte il y a 2 semaines. Nous, on est plus marrants quand même, vous confirmez ? Largement plus marrant. La meilleure équipe. Donc comme on aime bien rigoler, comme on est des petits farceurs, des petits rigolos, nous allons procéder sous une forme plus ludique. Promis, vous allez apprendre tout en vous amusant. Donc tout d'abord, Sandrine, peux-tu nous dire ce qu'est un lanceur d'alerte ? Alors, un lanceur d'alerte en France, c'est un terme qui est apparu en 96 par qui a été créé par Francis Château-Renaud. Donc c'est un sociologue dont je ne vous parlerai pas beaucoup plus parce que je sais que ça vous intéresse pas vraiment. Voilà. Mais alors pour faire un peu plus sérieux, la définition que donne Amnesty International d'un lanceur d'alerte, c'est une personne qui, dans le contexte de sa relation de travail, va révéler ou signaler un état de fait qui met en lumière des comportements illicites ou dangereux, constitue une menace pour l'homme, l'économie, la société, l'État ou l'environnement, c'est-à-dire donc pour le bien commun et l'intérêt général. Donc aussi à préciser, c'est qu'un lanceur d'alerte, il ne le fait pas dans son intérêt propre. Il le fait uniquement, effectivement, normalement, pour l'intérêt général. Pour tous, oui. Pour tous, voilà. Après, derrière, on peut aussi distinguer plusieurs types de lanceurs d'alerte. Donc, pour faire assez simple, on aurait par exemple le lanceur d'alerte interne et le lanceur d'alerte externe. Donc, vous allez me demander quelle est la différence entre les deux. Quelle est la différence entre les deux, Sandrine ? Merci du soutien. Alors, pour un lanceur d'alerte interne, ça peut sembler logique finalement, mais c'est quelqu'un donc qui fait ou qui a fait partie de l'organisation dont il dénonce les actions. Donc, en l'occurrence, ce serait par exemple le cas d'Edward Snowden. Donc, dans ce cas-là, c'est selon les états dans lesquels la personne peut se trouver, la législation peut être différente. Mais dans l'hypothèse où il n'y a pas de loi protectrice dans l'état dans lequel le lanceur d'alerte se trouve, il va alors s'exposer à des poursuites qui vont être pénales de la part de son employeur. Donc par exemple, il risque d'être attaqué pour violation du secret professionnel ou alors pour diffamation. Et alors en opposition, bon, il n'y a plus trop de surprises, mais qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte externe ? Alors un lanceur d'alerte externe, donc forcément c'est quelqu'un qui n'est pas un représentant direct de l'organisation contre laquelle il s'oppose. Mais donc du coup, en soi, il risquera pas les mêmes choses puisqu'il n'y a pas forcément de violation justement du secret professionnel, même si de toute façon il risque probablement d'être attaqué en diffamation. Mais finalement, en fait, un lanceur d'alerte, il va aussi s'exposer tout simplement à des conséquences dans la vie de tous les jours. Par exemple, c'est le cas de Anne-Marie Casteret, qui a passé sa vie à essayer de dénoncer des contaminations de sang. Et toutes les portes se sont fermées petit à petit dans sa carrière, puisque plus personne ne lui faisait confiance. Oui. Donc, certes, les conséquences ne sont pas toujours pénales, mais c'est toujours difficile d'être lanceur d'alerte. Ça paraît évident. Merci pour cette mais remarque. On précise quand même. Oui, on précise. Donc merci Sandrine pour cette petite mais si indispensable précision. Commençons donc enfin l'émission après cette trop longue introduction avec la chronique actualité de Violette concernant Wikileaks et surtout Julian Assange. Alors, donc, moi je vais vous parler de Julian Assange, qui est un journaliste australien de 47 ans, mais il est aussi lanceur d'alerte et hacker. Donc il a été longtemps présenté comme un chevalier blanc et adulé par une partie de l'opinion publique. Il défend la liberté d'informer à tout prix, mais il est aujourd'hui considéré comme un traître par une partie des médias et des chefs d'État, et on va comprendre pourquoi. Donc dès l'enfance, il est passionné d'informatique. À 16 ans, il intègre la communauté des hackers. Et déjà à 20 ans, il écope d'une amende de $2300 parce que il pirate le Pentagone, la NASA. Juste ça. Et les services des États-Unis. Sans pression. Même moi je peux le faire. Ah ouais, j'en doute pas une seconde. Et donc à 28 ans, donc 8 ans plus tard en 1999, Julian Assange lance un site internet qui s'appelle donc Wikileaks. Exactement. Et ce site sert à récolter et mettre en ligne des documents top secrets, notamment des documents des États-Unis. Et tout le monde peut y contribuer, donc c'est anonyme, tout le monde peut mettre des documents. Accessible à tous. Voilà, exactement. Et sauf qu'en 2009, il y a un problème avec ça, c'est qu'il est publié sur ce site un document sur la guerre en Irak qui était classé secret défense par les États-Unis. Et ça va secouer l'opinion publique et faire éclater au grand jour l'existence de Wikileaks. Et donc ce document s'appelle Collateral Murder, avec un super accent, désolé.
désolée. Et dans cette vidéo, en fait, on voit des militaires américains qui tirent sur des cibles depuis un hélicoptère. Ils tuent notamment des journalistes. En fait, ils tuent complètement sur des gens. On voit complètement... Enfin, c'est une vidéo assez violente. Et en fait, le pire, c'est qu'on les entend rigoler derrière. Putain. Ce document est fourni par Chelsea Manning. Donc c'est un soldat transgenre qui est lanceur d'alerte du coup, et cette soldate ne supportait pas ce qu'elle voyait sur le terrain, donc elle a décidé de tout dénoncer. Sauf qu'elle va être démasquée par les autorités américaines et elle écope de 35 ans de prison. Mais elle sera graciée 7 ans plus tard par Barack Obama. Malgré les tentatives de plusieurs États pour faire fermer Wikileaks, les publications du site collaboratif explosent. Il y a des centaines de milliers de documents confidentiels américains notamment qui sont rendus publics. Et les grands médias s'en mêlent puisque pour exploiter ces secrets d'État, dans les premiers mois, les grands médias comme le Guardian, le New York Times ou même Le Monde vont vont se servir de ces documents qui sont publiés sur Wikileaks. Mais au bout d'un moment, les médias le lâchent. Et donc, il s'attire la colère de nombreux pays. En revanche, il a un soutien populaire. Sauf que Hillary Clinton, qui est alors secrétaire d'État, demande son arrestation parce que, selon elle, ça mettrait des vies en jeu. Et donc, elle décide de l'arrêter. Mais la même année, en 2010, un mandat d'arrêt est émis contre lui par la Suède pour des viols sur 2 femmes. Mais il semblerait que c'est un prétexte, puisqu'en réalité, la Suède l'arrête plutôt pour Wikileaks, en fait. Et la justice britannique le place alors sous contrôle judiciaire. Mais le problème, c'est que Julian Assange va avoir peur d'être expatrié vers les États-Unis. Donc, il va chercher refuge dans l'ambassade de l'Équateur en 2012. Donc, l'ambassade d'Équateur à Londres, en Angleterre. Et à l'époque, pourquoi ce pays ? Parce qu'à l'époque, c'est un pays qui n'est pas franchement pro-américain. Sauf qu'il va se retrouver à l'ambassade de l'Équateur, mais il va y rester 7 ans. 7 ans, mais dans une pièce de 18 mètres carrés, sans internet, sans 7 aération. 7 ans dans un appartement du Crous, vous imaginez ? Voilà, c'est un peu ça. Ne ratez pas vos études. Oui, c'est un peu ça. Et là, il pouvait pas en sortir en plus. Ouais, vraiment pas. Il était vraiment coincé, donc le problème c'est que ça a du coup détérioré sa santé mentale. Mais en revanche... On s'en doute un peu. Oui, un peu beaucoup. Oui. Mais il voyait des gens au moins. Et justement, il avait beaucoup de visites, notamment, alors j'ai vu dans un documentaire qu'il y avait Lady Gaga, Catherine Deneuve qui allait lui rendre visite. Quel privilège. Super privilège. Il s'est fait chier pendant 7 ans, mais il y avait des actrices et des stars. Ouais, c'est pas mal. Et à la fin, donc au bout de ces 7 ans, ce qui s'est passé, c'est que le nouveau président équatorien, Lénin Moreno, a retiré l'asile politique. Et donc le 11 avril dernier... Donc 11 avril 2019. 2019, oui, c'est pour ça. Pour ceux qui écouteraient dans quelques années cette émission. Voilà, exactement. Le nouveau président a donc arrêté Julian Assange sur le sol britannique. Du coup, c'est pas le président qui l'a arrêté, il a donné son accord. Oui. Et donc, le mec multifonction, quoi. Il est venu le chercher par la peau des fesses. Et donc maintenant, Julian Assange a été donc expatrié aux États-Unis. Alors, expatrié, ça se dit ? Non. Il n'a pas été expatrié encore. Enfin, il a été... Non, pas encore. Il est en train de purger une peine en Angleterre. Ah, il est encore en Angleterre ? Il est en Angleterre, il a été condamné à 50 semaines, donc environ 1 an en gros, de prison parce qu'il a violé ses conditions de liberté conditionnelle. Oui. Mais il n'y a pas un jugement qui a été rendu par les États-Unis ? Alors justement, ils veulent l'extrader. Ça, c'est justement le but. Mais d'ailleurs, petite anecdote comme ça. Vas-y. Si Julian Assange est réellement extradé aux États-Unis, pour l'instant, il risque 175 ans de prison. Tranquille. Ouais. Tranquillou. Bah, c'est pas la peine de mort. Bah, je veux dire, il a passé 7 ans dans une pièce. On n'est plus à ça près. Voilà. Entre 7 et 175. Non, tranquillou. Où est la nuance ? Ah ouais, pas mal. C'est vrai, ça c'est dommage. Donc pardon Violette, tu peux reprendre. Donc concernant justement ces visites, d'ailleurs, Pamela Anderson est venue lui rendre visite. Et donc je passe à ma partie question. Qu'a-t-elle offert à Julian Assange ? C'est assez anecdotique, mais voilà, elle est venue le voir. Ah ouais, j'allais dire de la bouffe. Bah franchement, la bouffe. Non, bah tu restes 7 ans en prison, enfin pas en prison du coup, mais enfermé. Oui, mais ça n'empêche pas, tu peux te faire ta nourriture, enfin ta cuisine. C'est pas une prison. On dirait vraiment un étudiant en fait. Il a dû manger des pâtes. Ah oui, sûrement. Ouais. Il a pas sa petite kitchenette J'en sais rien. Pour faire ses petits. Julian Assange, dis-nous comment c'était organisé. Appelle-nous désespérément, on t'attend. Ah, genre la collection entière de Alerte à Malibu.
Ça aurait pu, mais non, vous avez eu une bonne première impression parce qu'elle lui a offert en effet de la bouffe, mais un De la repas nourriture, oui. végétarien. Oui, de la Ah bah oui, nourriture pour le dire évidemment. plus poliment. Désolée. Elle a apporté un repas végétarien et en fait, d'après elle, il a pas du tout apprécié. Il lui a dit qu'elle l'avait torturé en lui apportant de la nourriture végétarienne. Donc il a pas du tout apprécié. Julian Assange est un viandard. Voilà. À Vous le défaut d'être saurez. un potentiel violeur. Voilà. Voilà. Oui, parce que pour revenir sur cette anecdote de viol en Suède, il y a beaucoup de polémique là-dessus. oui, ouais. autour de ça, parce qu'on on est sûr de rien en fait. Et Oui, on pense sait pas si trop. c'est pas Moi, un j'ai lu que c'était complot ou vrai, quoi. j'ai lu que c'était pas vrai. Oui, oui, Justement, c'est exactement ça. J'ai vu il y a pas longtemps que il me semble qu'en 2015 ou 2016, je sais plus. En tout cas, les poursuites en Suède ont atteint prescription. Oui. Donc ça devait s'arrêter jusque-là. Et quand Julian Assange a été arrêté par la police britannique, la potentielle victime du coup a souhaité réouvrir cette affaire. Alors après, je connais pas la justice suédoise, je sais pas si c'est possible. Ok. Ouais, c'est un peu incertain quoi. Voilà, c'est ça. À prendre avec des pincettes. Ouais, exactement. Alors ma deuxième question, c'est toujours par rapport au cadeau qu'il a reçu, et celle-là elle est assez étonnante, disons. C'est qu'ont offert les enfants de Julian Assange en 2016 toujours. À son père. Alors ouais, à leur Des père. dessins moches. Une console. Ah, ça pourrait être pas Ça mal. pourrait, oui. Oh oui, là mais là. des enfants. Euh, C'est pas en vendant des sucettes qu'ils vont. leur doudou. Qu'est-ce qu'ils qu'il va faire avec ça? Je sais pas, un câlin à leur papa. Eux-mêmes. C'est pas le plus beau Dessin de cadeau lui après tout. En dehors de. Pire Oh là cadeau, là. tu sais. Regarde papa, tu pourrais être là. Avec nous en train de t'amuser. mais en fait, C'est horrible parce qu'on rigole vraiment de la misère de quelqu'un là à la radio. Le montage, c'est génial. Non, je Il pense vaut que mieux je vais en le laisser en vrai parce que c'est marrant. Bah, de la bouffe Non, c'est encore. de l'humour Il noir. y a que ça de mieux, non? Enfin, il y a que ça de mieux. Il y a que ça de vrai. Je sais pas. Eh bien non, Réinvention pas de la d'expression. bouffe cette fois. Cette fois, ils lui ont offert un chat. Dans 18 mètres carrés, super Un pour la chat, bête. voilà. Qu'ils ont surnommé Embassy Cat. C'est marrant. Et en fait, c'est un félin qui est rapidement devenu du coup une star des réseaux sociaux, sur les comptes Twitter, Instagram, etc. Bah ouais. Et même le 15 novembre 2016, le chat, il est apparu à la fenêtre avec une cravate du même modèle que Julian. Et donc, il y avait plein de photographes amassés devant la fenêtre pour prendre des photos. genre avoir un sniper ou un truc dans le genre. Non, Ils vont tuer le chat, mais directement. quelle idée. Le chat porte une cravate, direct, il faut la battre. Franchement, je crois que je joue trop aux jeux vidéo. Oui, je pense. Mais alors, il est devenu quoi, ce chat? Et ben, alors je sais plus, j'ai lu sur différents sites que dans un reportage, il disait qu'il était toujours dans l'appart. Sans Et Julian dans un autre document, il disait qu'il était plus là et que les gens s'inquiétaient de sa santé. Enfin, je sais pas, j'ai Est-ce lu un que peu c'est tout et vraiment, n'importe quoi. Du coup, on peut Utile. porter une petite annonce. Non, Il y a une petite vraiment eu un annonce, chat, Où mais- est le chat de Julian Assange? On aimerait bien le retrouver, Faut aller effectivement. dans 30 millions d'amis, peut-être il y a une Et annonce du coup, sur lui. comme pour le jeu dans la précédente émission, s'ils le trouvent le chat, on leur donne un truc cookie du Crous. Un cookie du Crous. Un cookie du Crous. Un cookie du Crous. Alors, concernant ma troisième question, du coup, pour continuer. Donc là, on sort des cadeaux, des chats et des repas végétariens. Est-ce que Wikileaks, du coup, peut être considéré comme un groupe de pirates informatiques, selon vous? Bah, il me semble qu'ils volent rien. Est-ce qu'on a le droit Bah, de ça répondre dépend de oui ce et que non t'entends. pour être un peu Ouais. chiant Bah, ou- c'est une question un peu Hmm. ouverte, oui, c'est... ouvert. Oui et non, moi je pense que ça dépend du point de vue. Oui, c'est ça, des cas, en fait, tout simplement. C'est que. Il y a forcément du vol d'informations. donc Oui, dans mais certaines voler, mesures, c'est mais- se l'approprier, tu vois, alors que là, ils le dévoilent juste au public. Donc, est-ce que c'est Bah, du ça vol? dépend de quel côté tu te places d'un côté, parce que par exemple tu regardes Snowden qui lance effectivement des informations, qui fait sortir des informations, certes elles ont une importance, après si tu te places du point de vue de la NSA, et bah, ça reste du vol d'informations. Bah, du coup, je sais pas. c'est exactement ça, c'est un peu oui et non. En fait, j'ai lu sur certains sites que Wikileaks ne vole pas, et soi-disant, il ne pénètre pas les systèmes informatiques, et qu'en fait, c'est une organe de presse d'un genre nouveau qui Ah, publie des j'avais documents raison. confiés par des lanceurs d'alerte. Donc, en fait, il y a Enfin, un c'est point une de vue excuse, un peu, qui... ça, C'est comme ça non. qu'il s'appelle. ça. Bah, c'est... le problème, il tourne autour du fait que... du droit à des la... documents secrets, quoi. Oui, c'est vrai, mais la problématique tourne aussi autour du fait qu'il y a des journalistes, notamment Stéphanie Gibault,
qui a lancé un hashtag, enfin je sais pas si c'est elle qui l'a lancé, mais du moins elle l'a utilisé, un hashtag Je suis Assange. Et en fait, elle défend le droit à l'information, le droit des journalistes. Et en fait, c'est là-dessus qu'elle défend le fait que non, c'était pas un site de piratage. Et elle dit que en fait, Wikileaks n'a fait que dévoiler des informations d'intérêt général. Et que en fait, Wikileaks, au final, n'a jamais été condamné pour la véracité de leur contenu. Et elle dit que oui, d'accord, on a dévoilé des secrets d'État, mais n'empêche que c'était vrai ce qui était dévoilé. Donc elle défend le droit des journalistes. D'ailleurs, pardon, du coup, j'ai une question par rapport à ça. C'est que pour l'instant, on voit bien que les lanceurs d'alerte les plus connus, ils ont toujours essayé au max d'éviter les procès, enfin surtout aux États-Unis, ce qu'on comprend. Oui. Mais sauf que du coup, on n'a jamais eu un exemple concret de trial, sorry. De procès, si, il y a, comme dit plus tôt, il y a Chelsea Manning, là, avec les documents de l'Irak qui a été condamné. Peut-être qu'une cour, en soi, pourrait nous étonner, entre guillemets, et dire, non, on trouve que, justement, pour l'intérêt public, tout ça. Mais alors, justement, ça va dépendre un peu des pays, parce que, en l'occurrence, aux États-Unis, ce qui est ressorti, c'est qu'il y a une loi, en fait, qui avait été votée en 1917. Donc, oui, je l'ai vu. Voilà. J'empiète un peu sur... Non. Du coup, voilà, c'est... Finalement, elle a été un peu dépoussiérée, du coup, par Bush, et puis aussi par Obama, parce qu'Obama, on l'idéalise, mais Obama, ça dépend, en vrai. Ouais, moi... Bon, je leur souhaite pas forcément d'avoir un procès, mais je me demande ce que ça donnerait, tu vois. Justement, ça concerne un peu ma dernière question. Donc c'est sûr, comme on a dit, ça dépend des pays, ça dépend de la législation, c'est une question de droit surtout en fait. Et donc ma dernière question, c'est quel jugement a rendu le tribunal de Westminster aux États-Unis ? Westminster, exactement. Elle a du mal avec la prononciation en anglais. J'adore l'anglais. Là, on soutient. Et on peut pas juger, hein. On est mal placé pour parler. Aucune idée. Coupable. Oui, je pense que c'est les États-Unis. Oui, c'est ça. En gros, il a été inculpé notamment. Donc eux, bien sûr, ils sont pas placés du tout du point de vue de la liberté d'expression et de la liberté du droit à l'information, etc. Eux, ils ont considéré que il avait conspiré avec Chelsea Manning, oui. Et notamment parce qu'il l'avait aidé à hacker un mot de passe pour accéder à un ordi de l'armée. D'où le fait qu'elle a dévoilé la fameuse vidéo. Et puis d'autre part, ils ont considéré que Wikileaks avait servi pendant la campagne présidentielle américaine de 2016 de réceptacle aux courriers volés au camp Clinton qui ont alimenté la chronique politique pendant des semaines. Donc ils se sont basés sur ces deux arguments pour condamner, pour pas du tout se mettre du côté des journalistes, quoi. Oui. C'est vrai que d'ailleurs, justement, Julian Assange, pendant la campagne de 2016, était beaucoup plus pro-Trump que pro-Hillary, ça c'est sûr. Oui, il y en a qui disent que du coup il a orienté les élections et que effectivement ça a posé problème. D'ailleurs, en parlant d'élections, alors par contre c'est pas aux États-Unis. Moi j'ai entendu parler en France de Quentin Lafay. Cette fois, je l'ai pas appelé Julian, parce que j'aime bien l'appeler Julian, mais qui était en fait un ancien collaborateur d'Emmanuel Macron pendant les campagnes présidentielles. Et en fait, alors Wikileaks, en tout cas, je sais pas si c'est Julian Assange expressément, mais Wikileaks a sorti des documents parce qu'ils avaient hacké justement la boîte mail du président, il me semble, et que en gros, donc cette personne avait vu tous ces emails en fait sortis, notamment des emails perso plus. Et du coup, en fait, alors il a sorti un livre récemment parce qu'en fait, on voit aussi, il montre un peu aussi le revers un peu de la médaille en disant que tout n'est pas forcément bien dans ce que les lanceurs d'alerte peuvent sortir. Notamment, lui, il dit que ça a été un peu... Il l'a pris un peu personnellement, forcément. Après, il dit que c'est quand même... moi, je me rappelle qu'il avait dit que Wikileaks était quand même important, justement pour la liberté d'expression et pour que tout le monde soit au courant de presque tout, on va dire. On commence à remarquer quand même le gros problème du sujet, c'est que d'un côté, c'est l'intérêt général, mais la nuance est assez faible entre vol d'informations, intérêt général... Oui, puis si c'est secret, c'est que si c'est dans une certaine mesure pour protéger, c'est un peu comme après la Seconde Guerre mondiale, on a caché aux Français qu'on avait été collaborateurs pour pas trop blesser, parce qu'on sortait de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Ça me fait penser au nuage. Attends, c'était quoi le nuage radioactif qui s'arrête à la frontière, ouais. Ça, c'est beau, ça. Ouais, parce que tu vois, il y a secret et mensonge, et puis...
Oui, c'est Je sais ça, pas. c'est deux choses différentes. Moi, je sais que je suis Oui, pro bah, c'est dévoiler l'inverse. tous les secrets, mais bon, est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas. C'est un dilemme difficile à trancher. Après, je c'est pense. comme tout, en fait. C'est pas ni noir ni blanc. Enfin, c'est un peu Merci. neutre, hein. C'est ça. Oui, non, mais moi, je suis là pour être la voix de la sagesse, en fait, hein. Les généralités. Voilà, c'est ça. Non, bah oui, forcément, c'est toujours bien de défendre l'intérêt général maintenant. Maintenant, on peut comprendre aussi que ce soit un sujet qui fasse polémique. Oui, Est-ce effectivement. qu'il y aurait pas des limites qui pourraient être posées ou... Bah ça dépend, je pense qu'il y a des choses qui doivent se savoir et d'autres pas forcément Sont pas utiles en nécessaires, fait, ouais. c'est pas forcément utile. Je sais pas, ça dépend des cas. Donc, on va enchaîner sur un autre lanceur d'alerte. Ouais. Chloé, tu vas nous parler de qui? Moi, je vais vous parler de Snowden Ah, parce que vaste histoire. pour moi, enfin, je sais pas, c'est quand même un des plus connus avec Assange notamment. Oui, clairement. Du coup, alors tout d'abord une petite présentation Vas-y, d'Edward Snowden. petite biographie. Voilà. Qui est Edward Snowden? Alors, je vous le donne en 1000. C'est un lanceur d'alerte. Ah, merci. C'est tout bon. Allez, c'est bon, j'ai fini ma chronique. Non, donc en fait, Edward Snowden, c'est un ancien agent des services de renseignement américains qui a fait partie de la CIA et de la NSA notamment. Et en fait, à l'âge de 29 ans seulement, donc dans bientôt pour nous, hein, alors que nous, on n'aurait rien fait de notre Ça vie. va, Enfin, on a Ça en a un 10 petit ans à moment peu quand même. près. Ouais. On a 10 ans pour agir, ça va. le stress. Bref, du coup, à l'âge de 29 ans, en fait, il a fait une des plus grandes révélations sur un secret politique, secret défense, du coup, des Oui. États-Unis. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est... je vais le redire juste pour être sûr, c'est un lanceur d'alerte. Vous avez bien compris, c'est un lanceur d'alerte. Non, mais c'est un lanceur d'alerte de premier plan parce qu'il a quand même... Il fait justement pas mal de découvertes, ou en tout cas, il donne pas mal de documents. Mhm. Et c'est aussi un des hommes les plus voulus, en fait, aux États-Unis. Et alors, en fait, bon, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup... Bah pourquoi? Oui, il est voulu autant par les États-Unis. Parce qu'il a lancé une alerte. C'est un lanceur d'alerte, c'est ça? Merci pour cette émission pertinente, bourrée d'informations. Non, mais du coup, c'est qu'en fait, en 2013, il a transmis des dizaines de milliers de documents secrets Ouais, il a lancé une alerte, à quoi. plusieurs milliers C'est de bon, médias. j'arrête. Redondant. Attends, j'essaie de le dire d'une autre manière pour faire Vas-y, genre. vas-y, je t'écoute. On t'écoute. Et en fait, surtout ce qu'il a découvert et ce qu'il a mis un peu en lumière, et ce qui a énormément fait parler, ce qui a lancé des grands débats. Tu tournes autour du pot, là. D'ailleurs, qu'on attend de ça, Attention, suspense, qu'est-ce qu'il a Ouais, révélé? Est-ce que je peux avoir un roulement de tambour, s'il vous plaît? Et en fait, c'est qu'il a mis à jour un vaste système de surveillance en C'est fait chaud. de masse des citoyens américains et puis un peu des citoyens dans le monde aussi. Et que du coup, en fait, c'est pas très 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 démocratique. Non, jure. Mais comment il a fait? Il a employé des gens ou il est arrivé avec sa tenue? Alors et franchement, je il suis a- pas allée lui demander, mais Alors, Snowden, ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'il était ex-consultant à la NSA. Oui, ouais, voilà. Il avait Oui, Je pense accès- qu'il avait accès voilà, surtout. Il avait accès à pas Ouais. mal de papiers. Il Et donc, était- oui. justement, on le connaît effectivement pour le fait qu'il ait dénoncé la surveillance de masse. Il a dénoncé plusieurs types d'organisations, donc dans le monde entier. Et donc moi, du coup, je voulais aussi rajouter, c'est qu'il a aussi dénoncé donc l'organisation des Five Eyes. Mhm. Alors, les Five Eyes, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est les Five Eyes? Mais J'arrive oui, même pas à le qu'est-ce que dire. c'est Unique à chaque fois. Donc les Five Eyes, c'est une alliance qui regroupe l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les USA, et qui est issue, on va dire, on n'a pas de date précise, mais ils se sont plus ou moins réunis après la Seconde Guerre mondiale. Mhm. Et donc en fait, c'est une organisation qui a pour but d'espionner de manière ouverte ses citoyens. Yes. Et donc Snowden justement la décrivait comme une agence de renseignement supranationale qui ne répondait pas aux lois de ses propres pays membres. Voilà. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire, voilà. Donc, et puis c'est quand même 5 pays énormes et ils sont justement dénoncés pour espionnage et pour un partage d'infos les uns envers les autres sur les citoyens pour contourner en fait les droits des personnes finalement. Mais la question se pose, est-ce que c'est de ça stresse un peu l'espionnage, tout ça. On dirait un épisode de Black Mirror. Mais à ton avis, pourquoi les gens cachent leur webcam? Ah oui, bah. Pourquoi en fait il a fait ça? Pourquoi il a lancé une alerte? Parce que c'est un lanceur d'alerte. Voilà, c'est parce qu'en fait c'est aussi il a permis de donner un aperçu des capacités d'espionnage d'internet qui ont été développées notamment par les deux puissances à cette époque en fait principales occidentales, surtout en la matière, donc tout ce qui est internet, surveillance et tout, et en fait ce qui sont les États-Unis et le Royaume-Uni. Bon, ça on s'en doute.
Et en fait, on se rend compte que leur but, c'est d'aspirer à un maximum d'informations issues, alors là, je vous sors un terme, enfin, c'est pas très scientifique, mais pour moi, ça l'est, de l'écosystème numérique. C'est pas si dur que ça, mais voilà. Et en fait, toutes ces informations, ils les stockent par la suite pour trier les données qui seront justement utiles à leurs enquêtes, comme tu l'as dit. Pour revenir en fait sur l'affaire Snowden. Alors donc maintenant en fait, on va voir un peu quand même les conséquences qu'ont eu cette affaire. Pour commencer avec un peu le négatif, parce qu'on va garder le meilleur pour la fin. Faut quand même avouer que ça n'a pas du tout mis fin à la surveillance du net. Hein. Oui. Ça nous aurait étonné, mais on aimerait bien, mais voilà, on aurait pu espérer que, mais du coup non. Et par exemple, la NSA n'a pas été démantelée non plus, même si... Organisation d'État, effectivement. Donc, voilà, c'est vrai que ouais. La démanteler, peut-être que ça aurait été compliqué. Après, c'est vrai que... Il n'y a même pas eu forcément de sanctions ou de choses comme ça. Mais par contre, du côté un peu plus positif quand même, il y a une mission d'inspection indépendante qui a conclu que ce programme était inconstitutionnel et devait être réformé. Donc comme quoi les gens le remarquent. Tant mieux, ouais. Il y a quand même eu un petit éveil des consciences. Voilà, exactement. Il y a une cour de justice aussi aux États-Unis qui a été carrément plus loin parce qu'il a jugé le programme purement et simplement illégal. Donc, au moins ça, c'est clair. Et les États-Unis, par la suite, ont adopté une loi modifiant en profondeur le programme après qu'ils l'ont fait. Voilà. Je vous laisse juger par vous-même. Ils l'ont annoncé. Voilà, exactement. Donc ça, c'était un petit rappel des faits sur l'affaire en soi. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est Edward Snowden. Oui. Donc, est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'il risque s'il rentrait aux États-Unis? Ouais, 175 ans de prison. Non, ça c'était pour Assange. Après, en même temps, si Assange risque 175 ans de prison pour Snowden... Oui, ce serait pas équivalent. Il y a de fortes chances. Ça serait la même chose. En tout cas, dans une lettre au Nicaragua, en 2013... alors je le cite, étant donné les circonstances, il est improbable. J'ai toujours du mal sur le mot. Il est improbable que j'ai un procès juste ou que je sois traité de façon convenable avant le procès et je risque la prison à vie ou même la mort. Dramatique. Donc, c'est pas cool. Drama Queen. Bon, ça lance le sujet, mais alors pour ce qui est de la mort, c'est quand même peu probable. Hein. Qu'on soit clair, parce que donc dans la loi dont Sandrine a parlé, la loi de 1917 sur l'espionnage, tout ce qui se réfère justement, j'ai envie de vous dire à l'espionnage, la surveillance du coup. Voilà, exactement, tout ça. En fait, c'est les peines encourues, c'est généralement ça peut aller jusqu'à la prison à vie, mais en tout cas la possibilité de la peine de mort n'entre pas dans... On ne tue pas encore pour des mots. Donc. Non, voilà, exactement. Par contre, une des questions qui avait été beaucoup véhiculée par les médias et que beaucoup se sont posées, c'était la question de la torture. Est-ce qu'une fois rentré sur le territoire, il pourrait être torturé, que ce soit par vengeance ou pour avoir des infos Ouais. Eric Holder, qui était à l'époque le procureur général des États-Unis, a répliqué Monsieur Snowden ne sera pas torturé. La torture est illégale aux États-Unis. Après, voilà. C'est vrai, est-ce que c'est faux officiellement de faire des petites déclarations. Oui, c'est de passer pour les rassurer quoi. Oui, rentre, ça va être bien. Bien, on est bien. On a du chocolat. Clairement, il a pas l'air hyper tenté quand même par ça. Donc maintenant que les États-Unis ont été un peu écartés de l'équation, on va se pencher un peu sur la position des autres pays par rapport à cette affaire. Donc, si vous le savez, Edward Snowden est resté bloqué pendant une très longue période dans une zone de transit à l'aéroport de Moscou. Est-ce que vous avez une petite idée de combien de temps il est resté là-bas? 8 mois. 2 mois. J'ai à toi qui as vu le biopic. Je sais pas, c'est pas dit. Ils l'ont pas raconté, mais je sais pas, je dirais que vous parlez en mois, mais je parlerais plutôt en semaines, peut-être 1 semaine, 2 semaines. Ça me paraît déjà beaucoup. Et c'est Violette qui était la plus proche. Parce qu'il est resté 3 mois. 3 mois dans un aéroport. C'est pas des années, mais c'est quand même... Et du coup, en fait, pendant ces 3 mois, il a demandé l'asile à plein de pays. Est-ce que vous avez une petite idée du ratio, genre combien de pays à qui il a demandé et combien ont accepté? Ah, je l'ai vu dans un article, ça. Je crois qu'il y en a 30 pour 4, un truc du genre. Ouais, ok. 3 qui ont accepté, je crois. Ok. Dont la Russie, du coup, ou pas? Est-ce que... c'est ça, moi j'aurais dit la Russie en soi, en toute logique. Oui. Je sais pas, mais j'aurais été à sa place. Si d'autres pays que la Russie m'avaient dit oui, je serais peut-être pas allée. Le choix, oui.
Eh bah écoutez, donc Violette a la bonne réponse Encore en termes de pays qui ont accepté. Mais Effectivement, comment c'est. fais-tu Mais on Violette sait qu'on a triché un peu, alors ça compte pas forcément. Donc, Non, voilà, donc il y a 3 pays qui ont accepté, mais c'est comme ça a l'air bien, mais en fait c'était sur 21. Donc comme quoi, voilà. Oui, c'est pas beaucoup. Et la Russie n'en faisait pas partie à l'époque. Donc il y était en fait en 2013, donc juste après la sortie des documents. Et en fait, c'est 3 pays latino-américains qui ont proposé de l'accueillir: le Venezuela, le Nicaragua et la Bolivie. N'empêche que c'est toujours des pays d'Amérique du Sud qui participent à la protection des lanceurs d'alerte. Bah ouais, étonnamment. Comme Assange était dans l'ambassade d'Équateur. Puis en même temps, bon, c'est pas étonnant, tu vois, que l'Amérique du Sud ait quelques rancœurs envers les États-Unis. Oui. Est-ce qu'on est choqués? donc, du coup, c'est 20 pays. 21 et ouais. 3 qui ont accepté. 3 Point pour Antoine, du coup. Parce que j'ai triché. J'ai dit 30 et 4. Hein. Bah ouais, mais ça se rapproche le plus. Du coup. Non, bah non, écoute, moi je donne pas les points. Bah, d'accord. Ouais, oh. Non, mais enfin, donc oui, au final, c'est la Russie qui l'a accepté. Ce qui a un peu compliqué, on va dire, les relations qui sont déjà pas forcément super saines entre les deux pays. Et en fait, cette situation fait toujours l'objet de discussions entre le FBI américain et le FSB, qui est le service fédéral de sécurité russe. D'accord. Des discussions plutôt houleuses, on imagine. Ah oui. Alors bon, j'avouerais que je suis pas dans cette conversation, hein, mais non, moi, je pense pas que ce soit super cordial. Oh, c'est peut-être cordial, mais en tout cas, il y a des intérêts forts derrière, quoi. Tu sais, ce serait drôle qu'ils soient potes en vrai. Genre, dans le travail, ils s'opposent. Poteau, tu nous le rends? Non, voilà, poteau, entre nous, non, frère. Ils font un pari pour combien tu rends Edward Snowden? Un Shifumi. Non, mais donc, bon, en tout cas, il est en Russie. Après, lui, il a plus ou moins envie de partir. C'est pour ça qu'il a demandé l'asile politique en France. Et la France a refusé. Donc en fait, il a demandé une première fois sous François Hollande. Donc à cette époque, ils avaient utilisé le prétexte de dire que, en fait, il y a une condition dans la Convention de Genève sur l'asile qui dit que pour demander l'asile, il faut être sur le territoire du pays concerné. Or, Snowden était en Russie, donc pas en France. Hein, voilà. Et donc, il n'a pas eu l'asile. Après, c'était un peu une excuse. Un prétexte, quoi. Voilà, exactement, parce que en fait, il y a une loi de 1946 qui permet des procédures de protection exceptionnelle dont peuvent bénéficier tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté et justement sans condition de présence, ce qui aurait pu être utilisé dans ce cas. Après, je pense effectivement, la France, elle voulait peut-être pas à l'époque elle a pas osé. chercher Peut-être que Hollande n'a pas osé à l'époque, mais en tout cas, ils ont bien choisi les articles qui l'arrangeaient. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà. Mais en tout cas, la question a été reposée après l'élection d'Emmanuel Macron. Enfin, Snowden a redemandé l'asile et pour l'instant, ils ont eu la même réponse. C'est le ministre des Affaires étrangères, donc Jean-Yves Le Drian, qui a déclaré il n'y a pas de raison de changer de point de vue. Donc du coup aujourd'hui. Donc pour l'instant pour l'instant la situation n'a pas bougé parce qu'il faut voir aussi exactement en fait c'est les intérêts qu'il y a derrière. C'est-à-dire que ça en fait s'ils acceptaient ça constituerait un choc un peu pour la France parce que Snowden il est quand même inculpé d'espionnage aux États-Unis ce qui est pas moindre, on va dire. Et donc, toutes les conséquences, en fait, qu'une telle décision, notamment sur les relations entre les pays, forcément, mais sur la coopération en matière de renseignement entre les États-Unis et la France, ça pourrait être plutôt compliqué. Après, le plus, et peut-être nous, c'est un peu jeune et naïf, mais candide, c'est ce qu'on peut voir, c'est que... surtout les démocraties occidentales, pour l'instant, ça leur fait un peu bizarre quand même, j'imagine, de laisser à Vladimir Poutine, en fait, l'image un peu, tu sais, le nouveau pays des droits de l'homme. Voilà. Non, mais du protecteur, de dire, nous, on va te protéger contre les méchants Américains qui veulent pas la liberté d'expression, tout ça. Puis c'est vrai qu'en plus, la Russie qui prône la liberté d'expression... Ouais, voilà. Donc, je pense que c'est plus pour ça aussi que les démocraties occidentales auraient intérêt à accepter, parce que je pense pas qu'elles vont faire ça juste pour dire on va être gentil avec Snowden, mais tu vois, ça pourrait lui donner un peu une excuse.
Et où voilà, en fait, ça donnerait notamment Emmanuel Macron, il avait pas mal de discours sur la défense des droits de l'homme, sur le fait que la France devait être un pays un peu en avant sur cette question et que ça permettrait plus ou moins de concrétiser comme c'est dire, on va dire. Mais d'ailleurs, justement, on va attendre de voir puisque Dupond-Moretti aujourd'hui a posé en fait une demande d'asile parce qu'il représente Julian Assange, justement, dont on parlait tout à l'heure, et donc il a fait une demande d'asile auprès de Macron. Donc, pour une fois que Dupond-Moretti défend quelqu'un à peu près. Voilà, voilà. À savoir que du coup c'était Branco qui le défendait auparavant en France et que Branco avait déjà effectué une demande d'asile par exemple pour Julian Assange qui lui avait été refusée en 2015. Donc bon. Ah oui, donc peut-être que la situation va évoluer. Est-ce que Macron va accepter la demande d'asile ? On en doute un peu. Donc merci Chloé pour cette chronique et ce petit jeu, ce petit quiz. Je t'en prie. Merci. Et maintenant on va passer à la chronique d'Antoine, on t'écoute. Donc le 11 février dernier, le médecin chinois Li Wenlang est décédé des suites du coronavirus. Donc ce nom vous dit sûrement rien, mais vous allez comprendre pourquoi j'en parle. Donc cet ophtalmologue âgé de 34 ans avait lancé l'alerte dès fin décembre sur la gravité de ce nouveau coronavirus. La police l'avait alors convoqué pour propagation de rumeurs. Donc ce docteur qui a contracté la maladie en soignant un de ses patients est mort à l'hôpital central de la ville coupée du monde depuis le 23 janvier. Et désormais, du coup, il fait figure de héros national face aux responsabilités locales qui sont accusées du coup d'avoir caché le début de l'épidémie. Donc j'en viens à me poser la question, comment fait-on pour protéger ce droit d'alerte si précieux qui est l'extension de la liberté d'expression. Oui. Et comment fait-on pour protéger ça ? Merci. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Donc, d'après Transparency International France, environ 60 pays aujourd'hui disposent d'une législation couvrant les lanceurs d'alerte, dont 7 sont équipés d'un dispositif solide. Cette agence internationale a édité une brochure, notamment guide pratique à l'usage des lanceurs d'alerte, donc, qui est téléchargeable sur leur site. Ça, c'est intéressant si vous voulez aller la consulter. Blueprint for Free Speech, qui est une fondation internationale composée de l'Allemagne, de l'Australie, du Royaume-Uni ou encore de la Suède, a été créée pour la défense de la liberté d'expression dans le monde. Son siège est situé en Australie. Et donc cette fondation internationale a construit une bibliothèque gratuite de ressources en ligne où il y a toutes les législations, les bonnes pratiques et les études sur les lanceurs d'alerte. Donc c'est une plateforme aussi utile pour les potentiels futurs d'alertes. Et donc sur son site, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une carte mondiale interactive des législations nationales en faveur des lanceurs d'alerte. Donc si jamais vous avez quelque chose à dire, vous avez des envies, pas trop, allez consulter cette carte, ça peut être assez pratique. Donc du coup, j'en viens à ma première petite question. Donc à votre avis, en Europe, combien de pays ont adopté et mis en œuvre une législation qui complète pour protéger les lanceurs d'alerte ? Europe ou Union européenne ? Union européenne, pardon. Ok. Les pays nordiques déjà. Donc non, Europe, pardon. Ok. Donc j'ai des propositions. Aucun, 4, 8 ou 14. 8 aussi. Ouais. Moi j'aurais dit. Moi je suis un peu pessimiste. Coup, donc je dirais 4. Non, moi j'aurais dit 4 quand même, parce que c'est vrai que il me semble que les pays nordiques, genre, un peu en avance. France en avait un, mais bon, après, vu ce qu'on vient de dire. Voilà, c'est ça. Ça me pas tant que ça. Complète, hein, vraiment, ah ouais, complète. Ah ouais, j'aurais dit aucun. Alors, moi je vais mettre 4. Ok, donc la bonne réponse, bravo encore. Chloé, bien joué. Donc 4 pays, à savoir le Luxembourg, la Roumanie, la Slovénie et le Royaume-Uni. Voilà, c'était pas les bons pays, mais j'avais la bonne réponse. La Slovénie, on va dire, dans les pays. On triche un peu parce que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, mais bon, c'est pas grave. Et donc sur les 23 autres pays membres de l'Union européenne, 16 pays ont adopté une législation partielle, donc la France en fait partie. Oui. Et 7 n'ont aucune législation ou une législation inadéquate pour protéger les lanceurs d'alerte. Et en dehors de l'Union européenne, Marie-Angèle Hermite et Christine Noiville, qui sont des membres du CNRS, citent notamment comme pays protecteurs de ce droit d'alerte la Nouvelle-Zélande, l'Australie ou encore l'Afrique du Sud. Ceux qui font partie des femmes. Génial. L'Afrique du Sud, non, mais... comme étant des pays vraiment avec une législation complète. Alors, officiellement, la législation est là, mais officieusement, après, c'est pas dans trop la ce qu'ils pratique, font. Voilà, c'est ça. Ça peut différer. Donc j'en viens à ma deuxième question désormais. Donc Donc vous le savez peut-être ou peut-être pas, aux États-Unis en 2007 a été créé le bureau des lanceurs d'alerte, qui est le Whistleblower Office, de l'Internal Revenue Service, qui est une agence du gouvernement fédéral des États-Unis qui collecte l'impôt sur le revenu et d'autres taxes diverses. Et donc, est-ce que vous savez comment ce bureau américain des lanceurs d'alerte encourage toute personne à dénoncer
des fraudes fiscales. Pareil, j'ai quelques propositions. Oui. En leur garantissant 30% des montants récupérés grâce à leurs informations, en leur garantissant d'être décorés par la médaille présidentielle de la liberté. Non, c'est qui est trop. la Ouais, haute non, non, décoration ouais, gens, ça va officielle pas les des motiver. États-Unis, en leur promettant un poste hautement rémunéré dans leur bureau. Bah oui, bien sûr. Rémunéré, oui. Non, ou je pense en leur pas. offrant une Rolex. Bon, bah la première. Oui, je pense la première, ouais. 30%. Et bah oui, c'est ça, en leur garantissant 30% des montants récupérés grâce à leurs informations. Donc moi personnellement, ça m'a un petit peu étonné quand même parce que Bah, ça motive. bah, ça Oui, motive, ça motive, ouais. Ouais, mais après, nous, ça nous a l'air tu- bien, ça mais peut en faire vrai, des c'est abus c'est on a- vrai que dans la définition du lanceur d'alerte, Il est pas Ouais, intéressé c'est normalement, c'est oui. pas c'est un peu à la C'est ça. délation. C'est exactement Ouais, ça. c'est ça, C'est un peu C'est Ouais. pour ça que je trouvais ça un peu étonnant et contradictoire. Et puis du coup, ça peut engendrer, enfin, genre, si t'es payé pour, enfin, tu peux inventer quoi, enfin. Oui, Oui, du c'est coup, vrai, oui, tu tu fais peux un abuser de petit ça, oui, en fait, et du coup. clairement. Ma ça foi. part d'une- Ma foi, si ça marche un peu. Et bah, du coup, c'est ainsi qu'un certain Bradley Birkenfeld, qui est un ancien banquier américain d'UBS, il a quand même perçu 104 millions de dollars pour avoir permis à l'État de recouvrer 5 milliards d'impôts. Bon, Ok, ouais, mais Donc, c'est quand même pas. Bah, voilà. disons que tant qu'on n'en abuse pas, c'est vrai que ça reste intéressant, quoi. Tu Oui, mets en mais c'est avant pas, une faille en fait, du c'est presque système. impossible de pas en abuser quand même. De quoi? C'est presque impossible de pas en abuser. Bah, pourquoi? Ah, je suis pas mise sur la nature humaine, Je sais mais je pas. pense que Après, comme vous pouvez le savoir, le système américain est quand même paradoxal parce que certes, l'utilité de ces lanceurs d'alerte est reconnue, mais quand ça les arrange. oui, voilà. La justice les définit comme l'outil le plus efficace dans la lutte et la punition des fraudes perpétrées contre les États-Unis. Mais cette protection, elle est aussi assujettie à d'innombrables textes qui en limitent le statut. Et donc, Edward Snowden, réfugié en Russie, ou Chelsea Manning en prison sont donc c'est des exemples de cette difficulté rencontrée par les lanceurs d'alerte aux États-Unis. Mm. Du coup, la délation, oui, mais pas quand ça va pas dans Voilà. l'autre sens. Donc la protection des lanceurs d'alerte, comme on l'a vu, relève du domaine légal, juridique, mais aussi du domaine technologique. Mhm. Donc évidemment, c'est Wikileaks qui a ouvert la voie de cette protection technologique des lanceurs d'alerte en créant un site permettant de soumettre anonymement des documents confidentiels par la cryptographie et des techniques d'anonymisation en ligne. J'y arrive. Du coup, de nombreux sites dans le monde ont été ouverts depuis sur le même concept. Donc on a, je vais en citer quelques-uns, Balkan Leaks par le site d'investigation bulgare en 2010, Safe House par le Wall Street Journal en 2011, French Leaks par Mediapart en 2012. Bon, après, je peux en faire Toute une Voilà. liste, il y en a plein. simultanément. il y a Heureusement des- qu'il y en a plein en Bah, fait. Heureusement, Oui, ouais, c'est- heureusement. Tant Et mieux. du coup, simultanément, il y a des développeurs qui recherchent des systèmes à installer librement à destination des organisations qui souhaiteraient recevoir des documents. Par exemple, aux États-Unis, le hacker Aaron Schwartz a créé Secure Drop, qui est un logiciel de transmission ultra sécuritaire pour les rédactions, du coup utilisé par de New Yorker. En Italie, par exemple, Global Leaks permet aux médias, aux associations et aux ONG de mutualiser ce type d'outil. Il est aussi utilisé par le site tunisien Narwat. Et donc, je peux vous en lancer encore une grande liste. Ok, donc on va c'est s'arrêter bon. là. Donc maintenant, on va passer au cas français. Donc en France, à votre avis, comment s'appelle la loi qui garantit la protection des lanceurs d'alerte par le statut du lanceur d'alerte? 4 propositions. Vas-y, on t'écoute. Est-ce que c'est la loi Chêne 1, la loi Sapin 2, la loi Platane 3 ou la loi Séquoia 4? C'est quoi il y a Ça peint deux, on sait, mais enfin, Excuse-moi, tout le monde ne le sait pas. c'était marrant. La proposition de réponse, on applaudit. Donc Merci. Je vais bientôt lancer un one-man show. si vous On voulez. viendra te voir. Donc la protection qui est garantie par cette loi Sapin 2 est la suivante. Donc on trouve tout d'abord la nullité des représailles avec l'aménagement de la charge de la preuve et la réintégration dans l'emploi. Bah, en gros, il protège, la preuve enfin, le moyen de la preuve, il est facilité. Et Oui, c'est le Lanceur bleu, d'alerte. évidemment. le Non, lanceur ça- d'alerte ne doit pas avoir de problème dans son emploi à cause de ça. Ouais, c'est ça, c'est que tu dois pas avoir de répercussions, en fait, de sanctions disciplinaires. C'est exactement ça, Ça ouais. provoqué, et ça doit pas le bloquer derrière pour dans un entretien d'embauche parce qu'il a des antécédents. C'est ça, c'est exactement ça. Ensuite, ça lui garantit une irresponsabilité pénale. Oui. Donc là, ça parle à tout le monde. Ensuite, on On lui est garantit étudiant en droit. sa confidentialité Hmm. de son identité. Oui, ok. Ouais, c'est pas facile à mon Bah, avis. Bah, c'est pas non. facile, mais en tout
cas. Parce que tu t'affiches quand même un peu officiellement. Mais quoi, justement, en tant fait, je pense que si tu veux avoir une certaine crédibilité pour dire je vais présenter un truc, rester anonyme, c'est plutôt. Ouais, mais si Ouais, t'es, ouais, si t'es, par exemple, si c'est moi qui va balancer un truc, Ah j'ai bah, pas de si- légitimité, donc. Oui, non, mais je sais, mais ce Bah, que je veux dire, c'est. Ouais, mais si tu balances un truc, c'est que t'as une légitimité, c'est que t'as chopé des Voilà, infos, c'est quoi. Edward Snowden, il a donné Ouais. son nom vraiment aux journalistes pour il travaille à la NSA Ouais. et Parce que regardez, Parce que si j'ai t'es des anonyme, documents. ça fait un euh, peu. cet J'invente un angle-là, truc oui. et C'est un je peu- veux pas oui, les c'est ça, répercussions, ça- quoi. mais oui. après, lui, il a donné son nom volontairement, je pense. Bah oui. Bah oui, mais Bah même voilà, après, mais quand t'es si lanceur t'as envie d'alerte, d'être- Si t'as pas envie de donner ton nom, on te garantit la confidentialité, je enfin, on pense. te la garantit. Ouais. Moi, j'aimerais bien voir dans la En réalité. France. Oui, mais même, qu'on te la garantit en France, je dis pas, mais c'est des De toute informations. façon, il y aura qu'on trop. peut pratique. Les trouver médias, en ils pratique. réussiraient à Oui, trouver, oui, je pense. Et puis de toute façon, au niveau de la justice, je sais pas, il y a des traces de procès ou quoi, donc. Voilà. Ouais, mais après, c'est qu'ils En vont tout dire cas, c'est ce que la loi Sapin 2 nous dit. Et enfin, des sanctions civiles et pénales à l'encontre des auteurs de représailles. Et sur ce, j'en ai fini. Merci à tous pour votre travail. Attention, l'objectivité sera exclue de la prochaine phrase. Elle sort de moi, c'est moi qui l'ai inventée. Nous vivons dans un monde bien sombre où la vérité et la justice ne sont apparemment pas les bienvenues lorsqu'elles bousculent l'ordre établi. Vous pouvez me citer. Oh. Oh, c'est beau, c'est profond. Jeanne philosophe. Non, pas du tout. Edward Snowden se justifiait comme suit. Ma seule motivation est d'informer le public sur ce qui est fait en leur nom et ce qui est fait contre eux. Il est possible, même encouragé pour votre esprit critique, de s'interroger sur la légitimité, sur la place des intérêts personnels et surtout sur celle de la morale dans ces actions perpétrées par les lanceurs d'alerte. D'aucuns parleraient de problèmes d'ego, de volonté de détruire tout simplement un système qui ne leur plaît pas personnellement, ou de vol ou destruction de propriété d'autrui, tant bien de raison. En somme, une action égoïste et utopiste. Je parlerai simplement de courage et d'une volonté inébranlable de rétablir une situation qu'ils jugent illégitime, injuste et illégale. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez vous prononcer. On vous attend dans les commentaires. C'est exactement ce que je dis après. Vous avez maintenant une tripotée d'outils pour vous forger votre propre opinion. N'hésitez pas à lâcher des pouces rouges et débattre dans les commentaires si vous n'êtes pas content. Je me ferai personnellement un plaisir de vous faire changer d'avis. Le mot de la fin, donc, qui a gagné au niveau des questions? Est-ce qu'on peut avoir le compte des points? Sabrina, je t'en prie. Sabrina qui fait partie de l'équipe de Titouan. Moi, j'en ai juste pour les points. Alors, donc, on a deux Attendez, points pour Jade. faut faire venir l'huissier, là, comme dans Miss France. Je vous garantis ma neutralité. 2 Ouais. points pour Jadou. 0 point pour Sandrine. C'est triste. Sandrine, franchement, Grand échec aujourd'hui. 3 points pour Chloé, 1 point pour Violette et 1 point pour Antoine. Donc c'est Allez Chloé qui gagne. Merci. Grande gagnante, tu gagnes quoi? Un cookie du crew, s'il vous plaît. Bon, on se cotise, hein, on donne De palme. tous 50 centimes. C'était la PNIX, vous nous retrouverez la semaine prochaine avec l'équipe de Titouan qui vous parlera de l'immigration. Oui, changement brusque de sujet. À bientôt pour de nouvelles aventures.